Est-ce que vous avez un bouquin qui vous a marqué comme ça? Ou un livre? Dans votre jeunesse, qu'est-ce qui a pu déclencher une curiosité? Dans ma jeunesse, non pas enfance, mais mes parents voulaient absolument que je lise Robinson Crusoe, que je ne voulais pas lire, parce que je trouvais la couverture laide. Mhm. Et j'ai lu La Panthère Blanche, dont je ne connais plus, je pourrais retrouver mais le nom de l'auteur, et qui était un livre traduit de l'anglais. Mais je pense que ça a décidé de mon entrée en littérature. Panthère Blanche, j'ai adoré. Et à partir de là, en dehors évidemment des BD, parce que ma tante travaillait chez Casterman, donc j'étais un des premiers lecteurs dès la sortie de presse, avant la commercialisation. Mais La Panthère Blanche a décidé, je pense, de mon entrée en littérature. Il y avait déjà des livres chez vous? Oui. Oui. Bah, c'était pas... Mes parents étaient dans les affaires, mais c'est des gens qui lisaient. Mon père lisait plus que ma mère, mais oui, ils étaient abonnés à la Revue Nouvelle. Je pense pas que maman lisait la Revue Nouvelle, mais mon père lisait la Revue Nouvelle des années 50. Sélection de Reader Digest, et puis des livres, et notamment des livres qui sortaient chez Casterman, Rouge et le sang des Noirs de Peter Abraham, Alexis Carrel, mais aussi des... Enfin, il lisait des romans, mais il trouvait que les livres de mon père, que les livres d'histoire étaient plus importants. Et donc, par exemple, il avait toutes les histoires du monde, histoire chez Fayard, là, les livres jaunes, histoire des États-Unis, histoire d'Angleterre, histoire de France. Moi j'ai gardé des livres un peu plus légers que mon père avait. Voici. C'était simplement des livres policiers, mais ça date. Et bien souvent il les signait, enfin voilà, c'était donc. Mais ça date des années 30, ça. Ah Mes parents avaient tendance à considérer que le policier, c'était amusant, mais c'était pas la littérature. Non, mais comme bon, lui, il était aussi. C'était l'idée de l'époque. Hein, oui. Pas... Oh, tiens, l'Allemagne attaquera le... Bon, je vois ici 12 francs. Vous vous rendez compte? C'était pas donné, hein? Non, c'était pas donné. Moi, je trouve que les livres étaient chers. Quand nous étions jeunes, quand on voit dans les années 50, le pain d'1 kilo était à 5 francs. Le sac de frites aussi. Quand on était au scout ou au patronage, quand on rentrait, on prenait les frites à la gare. Oui, ça, je me souviens aussi. Souvenez, c'est ça qui nous sert aussi de base de comparaison, c'est les prix de cet argent, enfin, de ce que coûtait. C'est cette petite chose qui nous faisait plaisir le dimanche après-midi, quoi. Et ma grand-mère, qui était forcément née avant 1900, disait que quand les salades étaient à 25 centimes, c'était très grave. Et 25 centimes, c'était encore les pièces trouées. Il y a un terme que vous venez d'utiliser, que les gens utilisent toujours maintenant, et qui m'énerve moi profondément. On parle toujours de centimes maintenant, alors que ce sont des cents. Pourquoi ne dit-on pas 1,20 €? Ah oui, mais ça c'est autre chose. Et moi je vous parle des centimes du franc belge. Oui, mais moi justement, je reprends le terme centime, que tout le monde utilise toujours maintenant, alors qu'il est marqué cent. Bah, pour une fois que... Ça ne vous a jamais énervé, entre guillemets? Bah non, parce que centime, c'est une vieille trace du français de mon enfance, donc ça ne me... Mais qui est resté pour les jeunes maintenant. Hein. Oui, mais tant mieux. Moi j'ai envie de dire. C'est un morceau du langage où l'anglicisation n'a pas eu prise. Ah oui, pourtant l'anglicisation, vous en utilisez parfois. Oui, ben tout le monde, on ne peut pas y échapper. Et il ne faut pas non plus d'ailleurs commencer à se châtrer inutilement. Mais moi j'aime bien le mot centime. C'était amusant parce qu'enfin par rapport à la valeur du franc belge de l'époque, les centimes c'était quelque chose. Tout à fait. C'était très amusant. Mais on y faisait attention à l'époque. Oh, ça c'est clair. On dit que maintenant, les cents... Ah, ils veulent les supprimer d'ailleurs. Oui. Ils veulent les supprimer.
Ce qui va faire qu'inévitablement les prix vont monter. Alors, je On reviens. va arrondir Oui, à l'unité tout à supérieure. fait. Alors, je reviens à l'époque où le jeune Mac, justement, dépensait un peu son petit argent de poche Ouais. en les comptant, des centimes évidemment. Que fait-il comme étude? Bah, je fais mon école primaire, Mhm. où j'ai de grands instituteurs, et puis je fais le collège Notre-Dame, et je fais gréco-latine. Et là, il y a une découverte qui se fait et qui vient accentuer un petit peu déjà les premières lectures que vous avez faites. Oui, enfin, je trouve, je viens de le dire, que j'ai eu 3 instituteurs, M. Berlaymont, M. Simonard et M. de Kerpel. C'était déjà une formation remarquable. Et en primaire, par exemple, on récitait le Moulin de Verard. On récitait des poèmes, forcément des fables de La Fontaine. Et puis alors, je vais arriver au collège Notre-Dame et j'ai un corps professoral laïque et sacerdotal tout à fait supérieur. Supérieur. C'était déjà remarquable. Sévère, mais exigeant, intelligent et qui m'ont, oui, qui ont contribué à ma passion de la littérature. Cela dit, c'est aussi un choix personnel et qui n'a pas été éteint par la famille. C'est là qu'a été sculptée votre rigueur de compte fait. Oui, mais enfin, la rigueur vient aussi des parents et des grands-parents. C'était quand même des gens très sévères, très... pas rigides, mais très sévères, mais sévères par rapport à eux-mêmes aussi. Et rigoureux, en effet, dans tous les domaines. Par exemple, à Tournai, mes grands-parents, mes parents, étaient des amis des Dufour, qui sont aujourd'hui devenus des grosses fortunes, des grosses entreprises de la ville. Et dans la génération de mes parents, André disait toujours, quand on a affaire à ton père, c'est au centime près. Donc oui, c'était... c'est une vie janséniste en plus, mais c'était une rigueur qui ne nous paraissait pas absurde. Bon, j'ai envie de dire aujourd'hui c'était quand même peut-être un peu trop sévère à certains égards, mais y compris par rapport au savoir, c'était quand même une fabuleuse école. On ne racontait pas n'importe quoi, on ne pouvait pas raconter n'importe quoi. Mais je me souviens au collège, c'était en 4e latine avec Nordinger, qui donnait donc grec, latin, histoire, non histoire je ne suis pas sûr, grec et latin sûrement et français. Ouais. Et ça devait être en grec, je ne sais plus. On s'est tous, enfin toutes les têtes de classe dont j'étais, on s'est fait gonfler. Et on était tous les 4, mais comme 3 rangs de flanc, quoi. Alors il a, bon, et puis il a dit que pour toute la classe, il annulait les cotes et qu'il réexpliquait. C'est pour ça que je trouve que c'est clair, c'est une éducation sévère, mais c'était une éducation où ça aussi était possible. Donc c'était pas les ringards. Non, moi je trouve que j'ai eu des maîtres remarquables, complémentaires, qui ont aussi joué un rôle certainement important dans ma passion de l'histoire, mais qui était aussi une passion de mon père. Donc quelque part, mes études ont pu prolonger des éléments familiaux. Et puis, j'étais chez le père de ma mère tous les midis à partir de 4 ans. Donc ça, c'est quand même une éducation. Donc au fond, j'étais avec mes parents le soir, et le midi avec mes grands-parents maternels et ma tante. J'ai toujours dit j'ai eu 2 mères, ma mère et ma tante. Mais, à part ma grand-mère, qui avait eu un goitre et qui n'était plus très bien. Mais l'ensemble de mes ascendants
se sont toujours parfaitement entendus sur l'éducation, qui était un mélange de sévérité et d'ouverture. Oui, et l'ouverture, c'est très important. Ah oui, non, mais c'est clair. Ça, Mon grand-père, en 58, lui qui... Ce n'est pas un bouffeur de curé, mais il ne met pas les pieds. Il est agoraphobe, quelque part. Donc, il ne va pas à la messe. Mais c'est lui qui m'explique et l'importance du Concile Vatican II, j'ai 11 ans, et la clé que constitue la rencontre de Gaulle-Adenauer pour l'après-guerre. Lui qui a connu 2 guerres mondiales, et qui a eu le toupet de sortir en 14 dans les rues de la ville quand le Kaiser est venu faire sa promenade de santé, alors que toutes les maisons devaient être volées fermées et que personne ne pouvait être dans la rue. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas eu de petits ennuis, mais donc ils avaient quand même un souvenir très, très lourd des guerres et des Allemands, on peut appeler l'époque forcément. Et puis c'est lui qui m'explique de Gaulle-Adenauer. Et donc j'ai eu des parents comme ça aussi. On ne parlait pas de soi, ça ne se fait pas. Mais on parlait de culture et de politique. Enfin, politique au sens, politique internationale. C'est un monde. Et alors justement, avec les Golden Sixties et tout, la culture est vraiment devenue très 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 importante dans la vie de mes parents, et d'autant plus que Tournai va être la ville dans laquelle il y a la première maison de la culture francophone en Belgique. Et quand mon grand-père meurt, il avait la télé. Donc moi j'ai vu la télé, j'ai vu Martinelle à la télé. 56. Donc je n'étais pas un enfant en appétence de la télé que les autres avaient. Moi je la voyais tous les jours chez mon grand-père. Je peux vivre sans, je peux vivre avec, ce n'est pas un besoin. Et au moment où mon grand-père est mort, logiquement ma mère étant l'aînée et ma tante étant entrée au couvent à peu près au moment de la mort de mon grand-père, la télé aurait dû revenir chez nous. Elle est allée au couvent. Et ma mère a dit à mon père, Pierre, pas de télé ici, hein, sinon je divorce. Nous aurons une deuxième maison, c'est la maison de la culture. Donc c'est dire quand même qu'on a vécu dans un environnement culturel avec des parents, enfin mon père était ingénieur, qui n'étaient pas des... Et vous habitiez quelle région? Tournai. Tournai. Oui, c'est du Purfouille, je suis Toujours. Ouais, je suis un vrai Tournaisien. Aujourd'hui encore. Non, aujourd'hui encore. Enfin, je vis aussi à Bruxelles, il faut pas... mais j'ai gardé la maison. J'ai gardé la maison et j'ai un lien très profond avec cette ville. Quand je rentre, il y a des tas de morceaux de mon imaginaire qui se remettent en mouvement naturellement. Quelles sont les origines de votre nom? Par ma mère, c'est lié, ça c'est assez facile, c'est lié à l'industrie textile. Mais mon nom, mon patronyme, Quachbeur, que les Flamands disent Quarbe, il y a un chercheur flamand qui a publié une étude tout à fait intéressante en 72. Alors, première remarque, le nom est très ancien dans les registres des paroisses, 12-13e siècle. Avec bien sûr des graphies QA, QAE, GE, GHE, enfin, je suppose que ça va derrière dessiner les troncs. Bon, les protes n'étaient quand même jamais très précis, même aujourd'hui. Enfin, la boisserie du général de Gaulle, c'est une erreur de transcription de la brasserie. Donc, on est au 20e pourtant. Et alors, il a recherché, donc il a repéré les endroits où on trouve des quachbeurs. Et la localisation du terme est très très claire jusqu'au 20e. Elle est uniquement entre la Somme et l'Escaut. Qui, moi, m'a très profondément troublé parce que j'ai toujours dit, mon imaginaire est entre la Somme et l'Escaut, sans savoir ça. D'où d'ailleurs j'ai accroché avec Yourcenar, enfin bon. Donc il a repéré ça, et il a repéré que, au niveau de la frontière linguistique, y compris en France du Nord, là où il y a des quachbeurs, dès qu'on franchit la frontière linguistique, il y a des malvoisins.
et que sur d'autres portions du même territoire, là où il y a des Gutgebühr, il y a des bons voisins. Et il a étudié les sous-sols. Et les sous-sols des Quachbeurs et des Malvoisins sont les mauvaises terres. Et en effet, l'origine de Montron, si on peut dire, ce sont des terres qui, jusqu'au XVe siècle, sont envahies par la mer. Et donc il a fait toute une étude, et il montre de façon, à mon avis, totalement convaincante, que ces noms remontent à la fin de l'Empire romain et au défrichage des terres de nos pays, enfin Belgique, nord de la France. Et donc les Gutgebühr et les bons voisins, selon évidemment l'origine germanique ou plutôt romaine de leur famille, et les Quachbeurs comme les Malvoisins, ont été mis sur des terres différentes. Donc ce seraient des appellations qui remontent au IIIe siècle, 4e maximum. Passionnant. Ah oui, moi je trouve cet article fabuleux. Parce qu'évidemment j'avais tout entendu sur mon nom, y compris d'origine égyptienne, c'était à mourir de rire. Ah, Mais oui, on voit très bien comment ça aurait pu arriver. Mais ça a été écrit. Hein. ça a été écrit. Mais alors cet article-là, tout est dit. Alors en plus il y a les graphiques, on voit la répartition entre la Somme et l'Escaut, on voit le contenu des sous-sols. Donc voilà, c'est une belle histoire. Oui, tout à fait. Plus c'est clair. Et c'est logique. Ben, ça c'est un nom qui a une logique. Oui, d'accord. Oui. Donc voilà. Alors évidemment, les graphismes, déjà là on a une explication. Et puis bon, ben, vous portez ce nom-là dans la partie francophone de la Belgique ou dans le nord de la France. La prononciation est très curieuse. Mais à Tournai comme à Lille, on dit Quachbeur. Voilà. Mais le vieux Han disait Quachbeur. Voilà. Quachbeur. Voilà. Un service militaire? Oui. Dans quelle Avec arme? Michel Gros-Dedans. Ah bon? Oui. Et dans quelle arme? Le service de presse du Grand État-Major. Et nous sommes en quelle année? 73-74, donc j'ai 25 ans. Ah, je vous ai loupé. Alors, moi, c'était en 1970 et j'étais à la police militaire. Donc il n'y avait plus moyen de trouver des... D'accord. Donc c'était encore bien, c'était encore... Donc j'ai fait ma formation à Namur. Oui. Enfin, ma formation, rions en cœur, mais... Namur ou Flawine? Non, moi c'était Namur, Marie-Henriette. À Marie-Henriette. Caserne qui a été détruite 2 mois après. Et honnêtement, enfin, moi je ne suis jamais allé à la toilette de jour. C'était immonde. Et la nuit, il y avait un WC correct, ouvert. Donc, voilà. Et puis alors après, j'ai été affecté à la rue du Pépin. Donc vous voyez la caserne hein, qui existe toujours. Et quand on remonte, là où maintenant d'ailleurs ils ont bâti des bâtiments modernes, avant la boîte qu'il y avait en haut de la rue du Pépin, où Barbara a fait ses premiers pas, il y avait donc des bureaux dans lesquels on devait arriver très tôt, 10h30, 7h. Mais plus on avançait dans l'année du service, c'était les jeunes qui restaient fin d'après-midi. Mais on commençait tôt. Et alors Grodin, lui, il était dans la revue Nos Forces, y compris avec les reportages. Et moi, j'étais dans les synthèses de presse du Grand État-Major, pour les États-Majors, et notamment l'État-Major. Et c'était l'époque où VDB était ministre et faisait la réforme de l'armée. Et donc moi, je faisais des synthèses très objectives. Mais donc, par exemple, dans Le Peuple, Victor Larocque critiquait vertement le plan de réforme de VDB. Donc je faisais une synthèse qui revenait de chez le colonel dans Le Peuple, Victor Larocque commente. Alors on était quand même quelques années après 68, donc moi j'exigeais audience du colonel, je disais mon colonel c'est impossible. Vous ne pouvez pas désinformer le Grand État-Major. Oui, enfin, mais tout ça se passait. Il avait une femme très cultivée, mais il avait peur de VDB. Il y avait un capitaine de marine qui était flamand, mais qui était écrivain. Et alors lui, il s'arrangeait toujours pour que... Bon. Et alors j'avais aussi, donc, je faisais ça, mais je m'intéressais aussi à tout ce qui se passait au niveau international. Et j'avais par exemple repéré le renforcement de la marine chinoise et le développement colossal de la marine impériale sous le Shah d'Iran.
Alors ça me revenait de nouveau, n'intéresse pas l'armée belge. Je répondais, mon colonel, vous avez tort. Ça, c'est l'avenir de la grande politique militaire dans le monde. C'était un moment donc particulier, parce que... Vous étiez déjà diplômé à ce moment-là? Oui, Oui. j'ai soutenu mon mémoire de licence en 60, et quand je fais mon service, je suis au milieu des années de recherche scientifique qui doivent me permettre d'aboutir à la rédaction et à la défense de ma thèse de doctorat. Donc vous avez quand même déjà une autorité au niveau de l'écriture. Oui, et puis 25 ans, on était des gamins, et en plus on n'était pas dans les casernes en Allemagne. Donc, Voilà. Et l'armée était quand même, donc par exemple, en mai, je crois que c'était en mai 74, je pense, il y a un colloque Mauriac à Bordeaux. Et ben, j'étais une sorte de spécialiste de Mauriac, enfin j'ai quand même fait 300 pages. Et j'ai été voir les officiers qui me dirigeaient, enfin qui me supervisaient. Et j'ai demandé si je pouvais assister au colloque. On m'a dit oui. Donc je suis allé au colloque Mauriac, j'ai eu 3-4 jours, je ne sais plus. Je suis allé en avion, je ne sais plus qui avait payé, c'est peut-être le FNRS, je ne sais plus. En tout cas, je suis allé au colloque Mauriac, j'ai donc visité Malaga, et j'ai fait ma communication sur Thérèse Desqueyroux. Et devant moi, il y avait une très jolie dame d'un certain âge, fort bien habillée, élégante, enfin, mais pas jeune. Et qui avait beaucoup apprécié mon exposé. Merci madame. Écoutez, oui, je suis la mère de Philippe Solers. Ah, je dis madame Solers. Non, non, madame Joyaux. Elle me dit, oui, je suis très inquiète parce que Philippe et Julia sont en Chine, ils vont revenir maigres comme des clous, on ne va pas leur donner à manger. Enfin, c'est des souvenirs étranges à raconter. Et donc, moi, l'armée, je n'en ai pas du tout un mauvais souvenir. Bon, les locaux à Namur, ça n'en parlons pas. Mais on était encore à 25, je pense, dans les chambrées. Hein. Et donc, j'avais un statut, il y avait 3, quoi. Il y avait moi, il y avait l'institut. Donc il y avait un instituteur et un petit patron, une petite entreprise. Mais j'ai eu une découverte sociale que je n'aurais jamais autrement eu dans ma vie. Il y avait des gens de tous les milieux, il y avait un boulanger, il y avait évidemment aussi tous les phénomènes de dynamique de groupe. Hein. Il n'y a rien à faire, à un moment il faut un bouc émissaire dans le groupe. Et puis alors après, moi j'ai donc eu 11 mois très intéressants parce que je lisais tout, hein. La Libre le soir, mais le Drapeau rouge, la revue trotskiste, enfin on l'avait aussi, hein. Et puis bon, pourquoi pas, et on faisait des synthèses de presse. Je crois d'ailleurs que j'ai gardé un double de mes synthèses. Oui, parce qu'on avait des tâches réparties. Je vous dis, Michel, lui, il était dans la revue destinée aux troupes. Vous quittez l'armée, et l'alimentaire devient quoi? Non, je ne quitte pas l'armée, je fais mon service. Oui, mais... Et je me retrouve dans mes fonctions à la recherche scientifique. D'accord. Sauf qu'entre-temps, profitant de mon service militaire, mes ennemis à Louvain ont tout fait pour casser mes mandats. Vous aviez déjà des ennemis à Louvain. Oh oui, ça c'est... Et donc, c'est ce qui est fabuleux, je rentre de Bordeaux, où l'armée belge m'a autorisé à aller parler, où j'ai eu du succès, et je trouve une lettre m'annonçant qu'on ne renouvelle pas mon mandat au FNRS. Alors, bon, ça a été une aventure. Ben, ça fait partie de l'après 68. C'est ça que je vous dis, l'alimentaire devient quoi? Parce que, évidemment, il y a eu cet accident, entre guillemets, ou alors... Cet accident-là est un hiatus que je parviens à pallier. Oui. Et donc... Parce qu'il faut rebondir hein, sur une mauvaise nouvelle. Ah oui, ça a été castard. Hein. J'ai exigé de Massot un entretien. Alors, en bon tournésien, j'arrive 10 minutes avant l'entretien. Et donc, c'était encore les anciennes armes. Et à 10h moins 5, je vois sortir le professeur d'espagnol, l'abbé Vermeulen, qui était un franquiste notoire. Était-il au pouce ou pas? Là, je ne jurerai pas, mais franquiste, c'était clair. Il avait une grande connaissance de l'État espagnol, ça, il ne faut pas mélanger les torchons. Enfin, c'était un salaud de droite, quoi. Vraiment.
Et donc, il est devenu blême quand il m'a vu. Donc évidemment, je savais d'où venait le coup. Bon. Et j'avais, en 71, 72, oui, j'avais été chargé de donner le cours de littérature française en première candidature. Enfin, c'est aussi que même à Saint-Hubert, j'avais 23 ans. Et ça m'était tombé dessus, mais pratiquement, vous faites le cours, commencez demain, quoi. Et je ne voulais pas donner le cours comme Brouillard le faisait. C'est-à-dire une sorte de cours encyclopédique. Je voulais une structure nerveuse, enfin, vertébrale. Et donc j'étais parti du qu'est-ce que la littérature de Sartre. Je ne dis pas que je ferai encore ce choix aujourd'hui, mais et qui me permettait de remonter le fil du temps avec quand même une théorie de la littérature. J'avais 45 ans. À la 30e heure, le cas de le dire, donc, oui, c'est quand même drôle. Parce qu'en plus, je liais ça à l'évolution de la philo. Et donc, j'avais parlé de Hegel. Après Hegel, vous arrivez sous le Second Empire, inévitablement, vous parlez de Marx, du 18 Brumaire, des textes sur la Commune. C'était un cours qui était animé, mais évidemment, il y avait des mouvements dans les deux sens. Et le soir de mon cours, le titulaire du cours me téléphone en me disant « Bon, voilà, je reprends le cours pour les 15 dernières heures. » Et il va donner cours sur Candide de Voltaire, qui ne manque pas de scène. Donc c'est clair, je veux dire, à partir de mon cours sur... à partir de Sartre, mais je brassais le corpus. Donc pour moi, c'est tout. Le 31e cours, c'était pas Marx, c'était... On arrivait à Rimbaud, à Verlaine, à Mallarmé. Et donc ça a quand même été une des clés de la première tentative de mise à mort que j'ai connue. Et donc j'arrive chez Monseigneur. Donc l'autre évidemment est blême. Ouais, tout est clair. Tout est clair. Et j'arrive chez Monseigneur, c'est un beau bureau, qui me dit vous êtes la tête de file de la contestation en philologie romane. C'était vrai, c'était faux. Je veux dire, on n'était pas des révolutionnaires, on n'a jamais été. Mais oui, on voulait des changements d'ordre divers, y compris la suppression de la cursive en ancien français qui faisait quand même 10 000 vers. Et il me dit, écoutez, voilà, je vous propose que votre thèse soit prise en charge par le professeur Piron à Liège, qui est un de mes amis. Je n'avais pas du tout de mépris pour Piron, mais j'étais ce que j'étais. Et je lui dis, Monseigneur, ne m'avait jamais regardé dans les yeux. Je ferai ma thèse ici. Si tu peux. Oui. Enfin, Osez. Oui, enfin, c'est l'époque, hein. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on fera encore. Il me dit, si vous trouvez quelqu'un pour la prendre, je ne m'y opposerai pas. Vous l'aviez déstabilisé. Oui, enfin, j'avais aussi entendu la réponse. Et entendant la réponse, je me rendais compte aussi, quelque part, du défi que j'avais. Non, c'est... Parce qu'en plus, au moment où tout ça se passe, Hans n'est plus dans le département. Hans est émérite, et ils n'ont même pas fait un lunch, enfin une petite cérémonie pour son départ. Hans avait quelque part couvert et encadré ce que vous fomentiez. Mais c'était pas fomenté, on demandait des réformes. Donc, voilà. Je me souviens, un conseil de faculté, dit, bon, Quackbeurre, vous commencez à nous bassiner les oreilles avec votre malaise de la philologie romane. Vous ne pourriez pas faire des propositions concrètes? Ce que j'ai fait. Et donc évidemment, les propositions concrètes, ceux qui n'en voulaient pas les avaient lues aussi. Donc ça, c'était un deuxième sujet pour lequel je devenais la tête de la contestation en philologie romane. Donc, et je sors en me disant, nom de Dieu, Quackbeurre, qu'est-ce que tu as fait? Et je les passe en revue dans ma tête, en sachant, bon, le doyen, Sampoul, qui est par ailleurs un écrivain, je l'avais vu. Donc je l'avais vu, c'est important. Mais lui, il ne pouvait pas prendre en main ma thèse. Lui me soutenait. Et j'avais en fait deux patrons de thèse. Et bien sûr, le second était Scott, le grand psychanalyste, philosophe, qui m'a beaucoup marqué. Et qui m'avait dit, ah maintenant je comprends, parce que d'habitude,
lui faisait le rapport en second. Et cette fois-là, l'autre n'avait pas écrit son rapport. Alors j'étais aussi allé au Fonds national, où on avait dit scientifiquement, il n'y a rien dans le rapport. Rien, on n'a jamais vu ça. C'est un rapport caractériel. Ce qui peut gérer, je dis, deux hommes s'entendent plus, on change de patron de thèse, il ne faut pas aller très loin, quoi. Ça peut arriver, il faut pas. Ben, la question n'était pas là, la question était politique. Et donc, je sors de chez Monseigneur, je fais le tour, je connais les courages et les lâchetés de mes chers professeurs. Et je me dis, il y en a un qui ne ressemble pas aux autres. Celui qui est venu, enfin, il est né en Suisse, il a donné cours en Syrie, il a donné cours aux États-Unis dans le Sud et à New York, il s'appelle Louis-Paul. C'est lui qui a retrouvé les lettres d'Apollinaire à Lou. Ça en est jamais vanté, mais moi je connais en plus toute l'anecdote. Un autre homme d'ouverture que vous dites. Oh, un type génial, qui est arrivé à Louvain en portant des chaussettes roses et des cravates un peu roses, donc tout Louvain regardait cette bête. Et lui qui donnait une littérature comparée, donc lui il nous parlait de Faulkner, de Lurline, de Cooper, Lewis Cooper, de Joyce, donc c'était... Il avait très bien connu Jouve, c'était un ami de Jouve, il a fait sa thèse sur Valéry, il a publié un livre sur Proust, type bien. Et donc, je savais aussi que Louis mangeait toujours rue de Savoie, au restaurant Le Savoie, à midi, pile. Donc j'arrive, t'es évidemment seul, parce qu'à midi, quand même, t'as un peu de tout. Et il me dit, ah Marc, quel bon vent vous amène. Bah, je dis, Louis, les vents sont plutôt contraires. Ne dis pas Louis, là. Enfin, je ne sais pas. Je l'ai toujours voyé, je n'ai jamais accepté. Mais j'ai fini par lui dire Louis, en tout cas. Peut-être que je le disais, je ne sais pas. Il me dit, asseyez-vous, on va manger ensemble, racontez-moi votre histoire. Je raconte tout le bazar. Silence de mort, qui pour moi a duré un temps, mais peut-être ça n'a duré que 30 secondes. En tout cas, ça n'a pas été un... Il m'a regardé, il m'a dit, ben bon, votre cause est juste, je la prends, mais je sais que je suis mort ici. Et ça s'est confirmé. Et donc j'ai pu faire ma thèse. Il m'a donné des séminaires, comme j'avais eu d'ailleurs avant, mais il a eu un cours. Non, j'ai fait un cours sur Sartre et Baudelaire et Bataille. Non, Sartre et Bataille par rapport à Baudelaire. C'était un des séminaires que j'ai fait. Et puis, ben, je suis arrivé, j'ai soutenu ma thèse, où j'ai eu un jury très très correct. C'était bien, une belle défense, nerveuse, des attaques. Félicitations du jury. Donc. Et dans le mois qui suit ma soutenance, un des auteurs de la tentative d'assassinat est nommé comme représentant de Louvain au FNRS. Or, je postulais les mandats de chercheurs définitifs ou prédéfinitifs qui venaient d'être créés. Je suis allé voir tous les membres de la commission du FNRS, donc à l'ULB, à l'ULG. Tout le monde m'a dit, il n'y a aucun doute, votre dossier est le meilleur. On ne va quand même pas vous défendre si votre université ne vous défend pas. Intéressant comme anecdote. Et donc, je me suis retrouvé au chômage. Je me suis retrouvé au chômage en septembre, je pense, oui. Septembre, octobre, enfin, automne 1976, je suis au chômage. Je chômais à Saint-Josse, en haut de la rue Traversier. On pointait tous les jours. Hein. Et je me dis, il y avait un poste à mi-temps à l'école des hautes études commerciales à Liège, dans les langues latines. Enfin, évidemment, on avait eu espagnol, italien, mais enfin, plutôt sur la littérature que sur la langue. J'ai postulé le poste que j'ai eu. Donc je gagnais sensiblement la même chose qu'au chômage, en tout cas pas plus, puisqu'il y avait les déplacements et tout, mais il y avait quelque chose. Et celle avec qui je travaillais était d'ailleurs la fille de l'écrivain du Front qui a été avec Vivier, avec Christophe, avec Boumal, Paco.
C'était Madame Paco. Donc j'ai fait un trimestre, là c'était lourd parce qu'il fallait corriger. Non, il y avait du français aussi, il y avait aussi le français. Donc il y avait les dissertes, il y avait au moins 150 dissertes à corriger tous les X. Mais bon, j'ai gardé un souvenir pas mauvais. Et au moment où j'avais eu la notification que je ne serais pas, c'est même pas renouvelé, je ne serais pas nommé au FNRS, une autre victime des sottises louvanistes, Edwige Pémence-Poulette, qui était féministe évidemment, dans le groupe de Françoise Collin, qui était la petite fille du ministre de Royalbé, était une grande historienne qui avait travaillé avec Génicaud, qui était donc elle aussi out, me dit mais va voir le moniteur. Je crois que c'est même le moniteur du 9 juillet 76. Il y avait un poste d'attaché littéraire et théâtral. Moi je dis enfin Edwige, je ne me suis pas fait pour l'administration. Il m'a dit c'est la chance de ta vie. Et j'ai postulé. Ne sachant rien, rien. Et puis finalement, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai quitté Liège, j'ai été retenu par Henri-François Vanal, pour une raison assez simple et bête. Il y avait évidemment d'autres candidats, des poulains des diverses écuries et des diverses strates de fonctionnement culturel du royaume, et aussi des strates de son cabinet. Et ces chefs de cabinet adjoints, ne s'entendaient pas sur le nom. Ils avaient des candidats différents. Or, j'étais placé le meilleur. Et à un moment, Vanal en a eu marre et a dit « je prends celui qui est au-dessus ». C'était moi. Et donc, à partir du 2 janvier 77, je deviens attaché littéraire et théâtral au ministère de la Culture française. On n'est pas encore à la communauté. On va faire un tour. William, c'est déjà une affaire. Et là, quand Bonnefoy est venu, il lui a posé des questions. Enfin, je pense qu'il a demandé s'il considérait que Brassens était un poète ou pas. Une fois, s'en est tiré, quoi. Mais enfin, bon, tout ça, c'est. Et on projetait aussi dans les ciné-clubs. C'était les débuts de Delvaux. Donc c'est à Louvain qu'on a vu L'homme au crâne rasé et Un soir un train. C'était très riche, le Louvain des années 60. On ne peut pas se rendre compte de ce que c'était aujourd'hui. J'avais comme cours de morale obligatoire en seconde candidature Marcuse. Donc quand 68 arrive, on a tous lu Marcuse. Ce qui n'est pas le cas de l'ULB. Nous, on avait lu Marcuse. Et cours donc à noter, pas une lecture légère. Tout le monde avait cours sur Marcuse. Donc Renaud de Nuit a ressorti un ouvrage. Oui, je voudrais le voir d'ailleurs. Enfin, je me suis dit, tiens... Renaud ou bien l'ouvrage? Les deux, mais l'ouvrage, je me suis dit, tiens, lui aussi. Oui. Peut-être d'ailleurs qu'il a eu une déco comme moi, je ne sais pas. Voilà. William Clift. Oui, c'est drôle. C'est drôle. Mais je réfléchis, il doit y en avoir d'autres. Alors vous devenez donc fonctionnaire, là? Oui. C'est un peu plus bridé ou? Dans ma vie, il y a toujours des phénomènes atypiques qui évidemment expliquent certainement une partie de la haine ou de l'envie que j'ai pu déchaîner. Donc à l'armée, là j'ai pas eu de problème, on est après 68 quoi. Quand j'arrive au ministère, début 77, on est très peu de temps après la publication par Mertens, Javot et les autres du numéro spécial des nouvelles littéraires sur la Belgitude, l'autre Belgique. Et il se fait que j'étais à Paris quand le numéro est sorti. Et moi qui ne suis pas du tout donc qui fait les étals des vendeurs de journaux et tout ça, je l'ai vu, je l'ai acheté. Et je me suis dit, il se passe quelque chose.
Et donc, quand j'entre dans mes fonctions en début 77 au ministère, 3 ans après la mort de mon prédécesseur, Joassin, donc en plus c'était... Bon. Au moment où le jeune théâtre est en pleine effervescence, je suis aussi secrétaire de la commission du jeune théâtre. On est donc dans un moment où il se passe quelque chose en Belgique, francophone, aussi bien au niveau du théâtre que de la poésie, que du roman et théâtre dans les 2 dimensions. Il y a Louvet, il y a Kaliski. Et on est par ailleurs dans un moment d'évolution institutionnelle notoire. Souvenez-vous de la colère de Tindemans, Ik ga naar de koning, j'étais avec De Decker au Sablon chez Niels quand on a entendu le truc. Donc on est dans une réforme de l'État très bricolée, il faut quand même bien le dire aussi. Et donc on est clairement à un moment où les vieilles structures sont encore là mais ne fonctionnent plus vraiment. Et où la classe politique francophone à un certain niveau, pas des records de conneries dans ses déclarations, il faudrait reprendre les textes, quoi, hein. Bon, c'était quand même castard. Donc, j'arrive dans des fonctions officielles après un parcours déjà particulier, à un moment où tout bouge, et où on sait que ça va encore bouger. On ne sait pas encore quelle sera la fédéralisation de 82, mais on sait qu'on va vers quelque chose de ce type-là. Il y a eu par ailleurs la Belgitude, qui dit tout le contraire de ce que par exemple Jean-Maurice Dehaus raconte, bon, comme ministre. Il y a Personne, c'est déjà beaucoup plus subtil. Personne, c'est quand même un grand personnage dont il faudra un jour parler. Et donc, le travail commence dans ce contexte-là, avec les gens du jeune théâtre qui viennent me voir. Le président de la commission du jeune théâtre s'appelle Jean Sigrid, qui est grand journaliste de théâtre à la Libre. Donc, il faudra un jour pouvoir décrire justement ce monde. Et donc, je commence mes fonctions dans un contexte très particulier. Dès ma prise de fonction, je découvre par ailleurs l'existence d'un musée de la littérature, dirigé par Joseph Hans, qui a quand même été un de mes grands profs, que je vais rencontrer tout de suite, avec qui nous allons aller à Anvers, à la Kapucijnenvoer, voir Archief en Museum van Vlaams Cultuurleven, c'est encore écrit à l'ancienne, en disant nous on va faire autrement, parce qu'on n'a pas de bâtiment. Enfin, et une des premières choses que je vais faire, c'est d'apurer la dette colossale que ce musée avait par rapport à la Bibliothèque royale. Et donc je vais au théâtre tous les soirs, je rencontre les gens de ma génération, Libens, Van Kessel, Lheureux, enfin, je rencontre des écrivains, enfin, Mertens et forcément et d'autres. Enfin. Et l'atypisme de ma carrière se met quelque part en place immédiatement parce que l'accélération du processus du jeune théâtre, je vais jouer un rôle dedans. Tout en considérant qu'il n'y a pas que, mais que par exemple le retour de Rons en Belgique est une chose importante, parce qu'il va faire connaître un répertoire, y compris élitiste, à une bourgeoisie plus modérée en termes d'innovation théâtrale à la scène et tout. Donc, ce qui se passe entre 77, je dirais, et 82, enfin l'arrivée de Moureau comme Premier ministre-président de la communauté française, est une époque fabuleuse d'invention, où bien sûr, tout en étant fonctionnaire, tout en gérant mes dossiers de subvention au théâtre, ce qui n'était pas un cadeau, parce que le système était tel que les théâtres touchaient leurs subventions 1 an et demi après le début de la saison. C'est ce qui va dégoûter des gens comme Patrick Rougiers. Oui, enfin, le cas Rougiers, c'est plus compliqué, parce qu'en plus, eux n'avaient pas des subventions stables. Là où le national, les galeries, on était dans l'emprunt aux banques tout le temps, ce que je vais essayer d'un peu d'améliorer, oui, c'est tout. Parce que c'est de l'argent qui allait aux banques, c'était quand même pas très... Et je vais aussi très vite commencer à écrire. On me demande un article dans les cahiers du CACEF
sur le jeune théâtre. Et je vais faire l'histoire de ce jeune théâtre. Et puis je rencontre des personnalités bouleversantes. Kaliski débarque dans mon bureau au tout début de ma prise de fonction. Et c'est le choc thermique. Bon, Sigrid, je vous l'ai dit, Willems, je ne sais plus, je ne peux pas me souvenir de la première fois. Mais je me souviens de ce qui est pour moi la vraie première fois. C'est-à-dire que j'ai demandé audience à Willems, comme à Huysmans. C'est amusant. En leur disant à tous les deux, voilà, vous êtes un des 5 princes de la culture de l'après-guerre. Il y avait les deux Huysmans, il y avait Libars, il y avait Paul et il y avait Germain. Il se passe des choses, et notamment les déclarations de Hus, qui ne sont pas possibles. Vous ne pouvez pas vous taire, et vous n'avez plus rien à perdre. Alors c'est très amusant parce que Huysmans me dit, ah, tu sais, moi, je n'ai jamais su où allait le chemin. Je me contente de mettre des maisons au bord du chemin. Avec Paul, il me dit, bon, écoute, on va faire une soirée à Missembourg avec Jean Sigrid. Donc je suis invité à Missembourg un soir d'automne. Avec Jean, Odette est avec Jean, bon, Paul est forcément avec Elsa, et moi je suis avec ma compagne de l'époque, on est 6. Ça se passe d'une façon hors génération, mais avec la génération, c'est comme avec Hans. Et Sigrid décide de faire un numéro spécial de la Libre Belgique, qui va s'intituler 6 personnages en quête de belgitude, dans lequel je ne pense pas que je cite nommément Jean-Maurice de Hus, mais enfin, je dis qu'il y a un moment où les imbécilités, ça suffit. Donc, procédure administrative se met en place contre moi. On est reparti. Ben, heureusement, d'ailleurs, l'Allemand m'avait dit, mais ne t'inquiète pas, le gouvernement va tomber. Voilà, donc, c'est une époque fascinante. Quand vous parlez de l'allemand, c'est Roger. Roger, oui, que je connaissais, que j'ai rencontré très vite dans mes nouvelles fonctions, et que j'ai d'autant plus rencontré qu'il dirigeait le centre de sociologie de la littérature à l'ULB, où enseignait Goldman, et j'aurais dû faire ma thèse avec Goldman. Mais Goldman est mort. Et donc on invente des tas de choses, enfin la Belgique malgré tout, la préhistoire de la Belgique malgré tout de Saucher, c'est... Je vais le voir un soir, c'était un japonais juste avant la chaussée de Lorgat. Et j'avais fait un très long article, déjà sur la question de la littérature, de l'identité, que ça n'allait pas, que ce que la génération précédente racontait ne tenait pas la route, enfin au niveau... Le choc que j'avais eu en découvrant justement cette littérature, en devant plonger dedans après mes études. Et Jacques me dit, bon écoute, on va pas publier ça comme un varia dans la revue de l'ULB, on va faire un numéro... Ça, c'est Saucher. C'est Jacques Saucher. Oui. On va faire un numéro spécial, et on discute des 10-12 thématiques, lui et moi, qui étaient vraiment les canons mis en batterie sur tous les champs. Et ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire, il reste une trace dans la Belgique malgré tout, c'est mon article à la fin. Mais il n'a jamais contacté les personnes auxquelles on avait pensé, pour faire ce genre de numéro théorique, au fond. Enfin, Et il a écrit à beaucoup plus de gens, y compris, c'était d'ailleurs très très bien des néerlandophones, pour demander à chacun d'entre eux quel était leur rapport imaginaire à la Belgique. Ce qui va entraîner la colère de Kaliski, qui ne publiera pas son texte dans la Belgique malgré tout, considérant que ça suffit de considérer que la Belgique est un pays imaginaire. Donc, c'était des discussions très, très fortes, enfin.
Et on a fait au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, dans le cadre du 150e anniversaire de la Belgique, auquel aussi, suite à la rencontre avec Willems, je vais être lié d'assez près, et où j'avais fait 10 colonnes avec des écrivains majeurs, alors bien sûr Maeterlinck et Verhaert, mais j'avais mis aussi les surréalistes, et notamment Nouget. Et j'avais obtenu même, je pense, l'appareil photo, enfin, la veuve de Nouget nous avait donné même des pièces. Et donc ça aussi, ça avait été le scandale absolu, parce que on avait osé mettre ceux qu'on avait toujours proscrits, les surréalistes, parmi les gloires de royaume. Et c'est à ce moment-là aussi que je crée dans le hall du Palais des Beaux-Arts une librairie uniquement centrée sur les auteurs belges. Et que je fais procéder par Jacques-Antoine dans la collection Passé-Présent qui vient de commencer à l'édition de 11 titres qui vont de la confession anonyme à des extraits d'Autremont. Et ça a fait un boom. Ah bon, tout ça c'est... Donc, il se passe vraiment quelque chose et on a, à l'époque, quand Dehousse est sorti de... On a une succession de ministres affolante. En 80, il y en a 4. Plus les secrétaires d'État à la région bruxelloise. Oui. Mais il y a une écoute, il y a une sorte de... Oui, enfin, de dynamique générale et grosso modo généreuse qui vont permettre de mettre en place une série de choses. Et donc, je suis dans mes fonctions, et je vous dis, la gestion des théâtres, rien que le paiement, c'est l'horreur. Puis il y a toutes les turbulences du jeune théâtre, les guerres avec Haussmann, enfin on est là-dedans. Je souris, c'est parce qu'il y a un autre personnage qui va sourire en nous écoutant ou en vous écoutant, c'est Jacques de Decker. Ben oui. Qui a vécu tout à fait. toute cette époque-là. Quand Jacques a fait au Riche-Clair, il y a quelques mois, enfin, la présentation de mon tome 2 que j'ai vu là sur vos rayons, c'était très étrange parce que, à la différence de ce qu'il a fait sur le tome 1 où on était plutôt dans les contenus, ça a tout de suite, c'est enregistré d'ailleurs par la bibliothèque des Riche-Clair, ça a tout de suite pas dérapé, mais c'est tout de suite parti. Je pense d'ailleurs qu'il a commencé comme ça, en disant en 77, l'affaire Tindemans, nous sommes au Sablon, toi et moi, et nous discutons. Et depuis lors, il y a 40 ans qui se sont passés. Et nous discutons, et d'ailleurs je vais lui dire, mais oui, et Jean, tu enterres avec moi David Garçon se bat le cas parce qu'il a déjà été marié, mais son mariage avec Tilde, on est tous les deux à Gand, donc on n'est pas toujours du même avis, ça c'est clair, mais on est depuis 77 dans un combat, on pourrait dire, pour la spécificité de la Belgique. Vous êtes le poivre et le sel du système, quoi. Oui, je dis toujours que c'est qui est flip que moi. Oui, c'est un peu. Oui, mais c'est ça qui est gai. Oui, tout à fait. Tout en étant chacun de votre côté, je veux dire, deux experts, mais aussi, je veux dire, deux bons vivants. Oui, tout à fait. Deux bons vivants, un petit peu de la littérature, chacun avec ses spécificités. Oui, on n'a pas les mêmes références théoriques, c'est ça qui est beau. On n'a pas les mêmes esthétiques. C'est ce qui permet l'ouverture et le débat. Absolument. Toujours, quoi. Oui. C'est époustouflant. On avance bien dans le temps, on en a encore pour 3 jours de discussion. Oui, si c'est ce que je crains. Alors, il faudra appeler Amalia Rodriguez pour nous chanter à la roue. Mais moi, je vous vois un peu comme un magasinier. Parce qu'avec avoir engrangé toute une vie, je veux dire, toutes les informations, toute la culture que vous avez, vous êtes le magasinier de la littérature, vous êtes le magasinier des archives, vous avez à portée de main, à portée d'esprit, à portée de vous, énormément de connaissances qui ont été, je veux dire, qui commencent à peine à se retrouver dans 2 beaux volumes, les deux premiers volumes d'une série, espérez-vous, qui sera longue encore. Il y a 3 chapitres déjà décrits du tome 3. Voilà, c'est extraordinaire, c'est beau ce qu'on peut retrouver dedans, mais c'est triste de voir que les enseignants ne se plongent pas plus là-dedans pour faire connaître et transmettre tout le savoir qui est dedans. D'où vient un petit peu ce manque de curiosité des jeunes maintenant pour ce genre d'ouvrage?
Ah, vous parlez des jeunes. Parce que c'est eux qui sont là pour la transmission du savoir. Ben, de nouveau, on est parti pour un roman feuilleton. Quand je fais mes études à l'université, le cours de littérature belge n'est pas obligatoire. Je ne l'ai d'ailleurs pas suivi. Mhm. Or, c'était Hans. Mais on était sur d'autres enjeux. Enfin, c'était Barthes, Derrida, enfin, tout le bazar des années 70. Bon. C'est un des combats que j'ai menés avec Hans, notamment, pour que le cours de littérature belge devienne obligatoire à l'université. Mais Hans, par exemple, ne trouvait pas qu'il fallait, on n'avait pas le même point de vue, donc, qu'il fallait l'imposer dans le secondaire, considérant que ce serait mieux si les profs y venaient par eux-mêmes. Point de vue que je peux parfaitement entendre, mais à partir du moment où ce n'est pas dans les programmes, il ne faut pas rêver. Quand on commence notre combat, Jacques aussi, pour les lettres belges, on n'est nulle part. La génération néoclassique a tué cette littérature, quelque part, même s'il y a certains textes majeurs. Et je cite toujours cet exemple, la preuve, c'est la bouquinerie. Quand, en 1977, je découvre, comme j'aurais pu le découvrir chez Cormon, dans les rayons de Calonne, sur la Grand Place à Tournai, blessure de Paul Willems. Or, les salaires des profs et tout à l'époque ont été réévalués. Je vous laisse deviner le prix. Il est neuf, c'est pas un bouquin de bouquinerie. 5 francs belges. 5. Quand on va commencer notre politique de réédition, enfin celle que j'ai impulsée en Espace Nord notamment, on demande des droits pour les auteurs belges à Gallimard. C'est quasiment donné. La preuve aujourd'hui sur les droits prouve que quelque chose a changé. Mais, or, je pense que c'est en 82 ou en 83 ou en 81, je ne sais, dans ces eaux-là. Je vais avec Hans et Willems, chez Van Bergen, secrétaire général de l'éducation nationale, enfin, oui, je crois que c'est avant la communautarisation définitive, pour lui proposer une action en faveur des lettres belges, ce à quoi d'ailleurs il est sensible. Mais on n'est pas pour autant dans l'inscription de la littérature belge comme matière obligatoire dans l'enseignement secondaire, ce qui n'est toujours pas vraiment le cas. Enfin, c'est un peu noyé. C'est mieux qu'il y a 30 ans. Et il va d'ailleurs dire, bon, on va commencer par un recyclage des profs. Je pense que c'était uniquement le réseau officiel. Et je vais vous détacher quelqu'un pour ce faire, qui est Anne-Marie Beckers, qui a fait à l'époque 2 volumes publiés par l'Éducation nationale avec des petits dossiers sur une série d'écrivains importants. Donc il y a des choses qui se font, et même je trouve qu'au niveau pédagogique, dans les années 80, nous faisons beaucoup de choses, mais on n'arrivera jamais à quelque chose de totalement structurel. La situation s'est améliorée, mais, et bien sûr, l'invention d'Espace Nord, tel que je l'ai créé, avait pour but, pas unique, c'était à la fois le grand public et les écoles, mais de donner à un prix modique, avec du commentaire, les grands textes. De la littérature. Et donc, par exemple, Bourdoux, c'est moi, parce que Madou Moulard du Palais des Beaux-Arts, m'avait beaucoup parlé de Bourdoux, si elle connaissait. Donc, quand les réunions du comité Espace Nord se sont tenues, parler de Bourdoux, presque autour de la table, presque personne ne connaissait. Et ça a été un tabac. Ça a été une vraie réussite. Alors que la réédition de Paron, que j'ai aussi pilotée, c'est tombé dans le vide, quoi. Donc, c'est jamais gagné d'avance, mais il s'est passé des choses. Mais, moi, je pense quand même que le fait qu'on ne soit pas allé plus loin dans le structurel au niveau de l'enseignement fait que la chose est toujours plus ou moins fragile, laissée à la bonne volonté des professeurs, et évidemment aussi
à l'intérieur des modalités d'enseignement de l'aujourd'hui qui sont plutôt des modalités thématiques. Quand j'ai donné cours à l'université, je faisais un test sur la littérature française. Pour voir, parce que je m'étais rendu compte après un cours que je parlais de Zola. Oui. Et donc, par exemple, ce qui pour nous était quand même impensable, je veux dire Jouve, Aragon. Donc il y a une connaissance même de la littérature française, comme de l'histoire de France ou de Belgique. Ah bon, on a été une puissance coloniale? Schnoll, 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 schnoll. Bon. Donc il faut tenir compte de ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question c'est de savoir comment, par rapport aux jeunes. Et là, sans doute que les techniques modernes, le net, les réseaux et tout ça, sont une des solutions. Pour autant qu'il y ait des personnages comme vous qui aient alimenté l'information. Alors ce que je fais maintenant, vous savez peut-être, bon, c'est une petite... c'est pas la RTB, quoi. Quand j'ai fait l'exposition Verard à Tournai, j'étais avec une journaliste, je ne sais plus qui. Et puis arrive un petit monsieur qui me dit, oui, je suis là pour ça, c'était... Là, il me dit, voilà, je m'appelle Baudouin Boutique, ce qui est évidemment un pseudonyme, c'est son nom. Et je lance une petite chaîne sur YouTube. Donc on a fait une émission autour de Verard, il me dit, vous savez, moi, je connais rien, je trouve intéressant ce que vous faites. Et je trouve que ce serait bien que vous fassiez connaître du non-public, enfin au sens, par rapport aux lettrés, la littérature francophone de Belgique. Et donc depuis ce moment-là, sauf en été, je fais une émission d'une demi-heure, tous les mois. J'ai suivi. Et ça moi ça m'amuse beaucoup, t'en as encore fait une ce matin. Oui. Ça m'amuse beaucoup. Alors il y a des gens qui disent, enfin, boutique, mais je dis, mais il n'y a pas de gens cons. Il faut peut-être d'ailleurs que mon discours est trop compliqué, ça j'en sais rien. Enfin, j'ai jamais eu de remarque dans ce sens-là. Donc, il faut trouver des solutions et il faut en trouver pour les jeunes. Peut-être que d'ailleurs pour les jeunes, je me disais ces derniers jours, il faudrait peut-être trouver des choses plus ludiques. Il y a un éditeur qui bouge de ce côté-là aussi, et qui peut peut-être avoir une oreille attentive à ce discours. C'est Xavier Van Warenberg, des éditions Caire. Il m'a demandé quelque chose. Van Warenberg a été le relecteur pour la renaissance du livre de mon roman Les Grands Masques. Et à partir de là, on a sympathisé. Et un peu avant l'été, il m'a demandé d'écrire des nouvelles sur la Belgique, ce que je ferais, mais après le 60e anniversaire du musée. Parce que oui, je trouve ce garçon a plein de... Oui. Je ne sais pas au niveau de sa diffusion où il en est. Je pense qu'il est... Mais l'homme est intéressant. Il est au four et au moulin, et je dois dire, c'est son approche vis-à-vis, je dis, du lectorat, c'est son approche d'aller trouver les enseignants, que moi je trouve remarquable. C'est un homme qui va sur le terrain. C'est un homme qui... Voilà. Et c'est ça un petit peu, bon, vous le connaissez, mais c'est ça que... bien, ce garçon. Et un autre garçon aussi qui aime aller sur le terrain aussi au niveau de la littérature et de faire connaître, c'est Giuseppe Santoliquido, qui a déjà organisé dans la région de Liège aussi tout un travail avec un journaliste. Je l'ai lu, il y a d'ailleurs son premier roman qui se passe dans ce quartier-ci. Voilà, tout à fait. J'ai beaucoup aimé. Et il était publié comme moi à la Renaissance, dans la même collection que dirigeait Engel. Mais voilà deux garçons, je dois dire, qui, dans le cadre du savoir que vous avez, sont des gens qui ont un dynamisme et qui ont, je vais dire, une expertise déjà du terrain que je trouve intéressant à aller faire quelques sillons. Je ne savais pas du tout ce que faisait dans le civil Santoliquido. Voilà. Comme son personnage était un médecin, non, je pensais qu'il était dans ces eaux-là. Je pense qu'avoir un entretien avec Giuseppe est quelque chose qui serait de haute valeur ajoutée. Ah, ça me ferait plaisir pour lui dire. Oui, parce qu'en plus, j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà. Bon, voilà, ça ne s'est pas expliqué. Je l'ai reçu ici, Giuseppe aussi. Et c'est là, donc je ne sais pas si ça a été enregistré ou bien si c'est hors enregistrement, qui nous a parlé de cette passion qu'il avait eue de transmission auprès des jeunes. Nous allons bientôt terminer, mais avant de terminer, je reviens à vos ouvrages, et notamment ce qui est magnifique
c'est de savoir qu'une reconnaissance ne va pas se faire ici intramuros à Bruxelles, mais que dans quelques jours, vous allez recevoir un prix prestigieux à Paris pour ce travail que vous avez réalisé, quoi. Oui, c'était la divine surprise. Oui. Je ne m'attendais pas du tout à la chose. Je ne connaissais d'ailleurs pas l'existence de cette académie qui a visiblement été créée à partir de l'Université de Paris 3. Et donc il y a un prix qui s'appelle le prix de l'Académie des littératures 1900-1950. Et ils ont trouvé que mon tome 2, qui est en effet pile poil dans la chronologie du prix qu'ils octroient, qu'ils attribuent, les avait follement intéressés. Et donc je vais recevoir ce prix, et ce qui ne manque pas de sel, le prix est remis à l'hôtel Swan. C'est extraordinaire, parce que je pense, vous allez y rencontrer Patrick Poivre d'Arvor aussi. Absolument. Sel et poivre. Voilà, sel et poivre. Et lui reçoit un autre prix pour son livre sur les écrivains maudits. Ça ne manque pas de sel. Non, ça ne manque pas de sel. Patrick Poivre d'Arvor que vous saluerez, et vous saluerez aussi de la part d'un ami français qui s'appelle Alain Cadéot. Et Patrick Poivre d'Arvor aime l'écriture de cet ami français, Alain Cadéot. Enfin voilà. En tout cas, Marc Coiseur, je suis très ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi, enfin, on ne peut pas dire que c'est la première fois. Mais... C'est pas la première fois, mais disons qu'on se voit ici, et je pense qu'on aura encore l'occasion de développer pas mal de petites choses qu'on a abordées. Mais vous êtes intarissables comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. C'est génial.